Ousmane Dembélé a quitté la capitale pour prendre part au 9 ou 10 février prochain au 33e sommet ordinaire de l'Union africaine. À son départ, le chef de l'État, son Excellence Ousmane Dembélé, a été salué par le Premier ministre et le membre du gouvernement. Le chef de l'État est à la tête d'une importante délégation pour prendre part au sommet de l'Union africaine sur le thème faire taire les armes, créer des conditions propices au développement de l'Afrique. Le président prendra part aussi à la réunion portant sur le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, connu sous ses acronymes le MAEP, et va présider la réunion de la paix et la sécurité. Tout cela avant l'ouverture du grand sommet. وتعاملني ما يدولان واتما تنقل كي تاغتاي ما اسكتك يا استاغاسي يا اسرتوسيتي سكري توضا وتلوذا وتعاملني ما يدولان واتما تنقل كي تاغتاي ما اسكتك يا استاغاسي يا اسرتوسيتي. Est arrivé aujourd'hui, en début d'après-midi, à l'aéroport international de Boli d'Addis Abeba pour prendre part le 9 et 10 février au 33e sommet ordinaire de l'Union africaine. Au chevet de l'avion, le président a été accueilli par le Premier ministre éthiopien, le Dr Abiy Ahmed, toujours accompagné par le Premier ministre Dr Abiy Ahmed. Le président a été reçu avec toutes les honneurs dus à son rang. بينيو وحينك تاي مرتدو ورقات بينيو وحينك تاي مرتدو وصلوا براني اللي تسخاني يا تسوقينين وليدك سنينو تطلبوا تغايو وتلو وداقي نلقى تسوبينو توحيد كايستا توحيد كايستا توحيد كايستا توحيد كايستا طلقوا برا
Ce sommet de l'Union africaine a débuté avec la 36e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Il a été un plaidoyer pour une Afrique en paix et sans conflit. Cette réunion de 2 jours qui a placé au cœur de son débat une thématique importante, faire taire les armes, créer des conditions propices au développement de l'Afrique, a été l'occasion d'aborder ce projet phare de l'agenda 2063 de l'Afrique qui vise à réaliser une Afrique sans conflit, à prévenir le génocide, à faire de la paix une réalité pour tous et à débarrasser le continent des guerres, des conflits civils, de la violence sexiste et des conflits violents. Tous les principaux orateurs, conformément au thème en prononcé, des puissantes déclarations condamnant et dénonçant fermement l'effet dévastateur de la guerre sur les développements socio-économiques du continent. Les intervenants ont évoqué lors de la réunion les facteurs qui conduisent les populations à des conflits violents, notamment la pauvreté, le chômage, le changement climatique, le flux financiers illégaux et la corruption, la mauvaise gouvernance et les différents postes électoraux qui conduisent à l'instabilité politique. Ils ont rappelé aux délégués le rêve panafricain et la détermination à faire taire les armes à feu en 2020, comme prévoit l'agenda 2063 de l'Afrique. À la fin de ce 10 jours de concertation, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, s'est exprimé en quoi la thématique abordée a été décisive, mais aussi en quoi cette réunion de cette 36e session ordinaire du comité exécutif de l'Union africaine a été importante pour la République. Nous l'écoutons. La 36e session du Conseil exécutif de l'Union africaine a commencé ses travaux hier. Ces travaux se poursuivent aujourd'hui. Normalement, demain doivent commencer les réunions au niveau du sommet. Le chef de l'État va participer demain à une réunion du mécanisme africain pour l'évaluation par les pairs. Il va présider également demain après-midi une réunion du CPS, qui est le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et donc le dimanche s'ouvrira officiellement le sommet de l'Union africaine ici à Addis Abeba. Aujourd'hui, nous avons donc travaillé depuis hier, sur un certain nombre de points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Et il y a de nombreux points. Il y a les questions politiques, les questions d'intégration, les rapports des comités sectoriels sur la santé, etc., etc. Il y a beaucoup de choses que le Conseil exécutif est en train de traiter. Mais il y a 2 points importants aujourd'hui qu'on a pu réaliser ici, dans le cadre de cette réunion du Conseil exécutif. C'est que Djibouti a été réélu au Conseil de paix et de sécurité. Nous avions servi pour un mandat. Nous sommes réélus pour un mandat de 2 ans. C'est une très bonne nouvelle. D'autant plus que le président va présider dans quelques jours un sommet du CPS. Djibouti également a fait réélire M. Hirsi, qui est donc dans la commission du droit international de l'Union africaine. Voilà donc une reconnaissance encore plus de l'action diplomatique de la République de Djibouti. Et nous allons poursuivre cette action. Nous sommes également encore dans des débats très houleux concernant la candidature de Djibouti et de celle du Kenya. Nous avons présenté hier notre cas au Conseil exécutif et nous l'avons présenté également au comité ministériel des candidatures. Et donc cette bataille se poursuit. La bataille diplomatique est là et nous sommes là donc fermes en essayant de défendre la légitimité et le bon droit qui est le nôtre, la légitimité de notre candidature, et nous allons avancer dans ce sens-là. Donc l'atmosphère générale est très positive et cette reconnaissance de Djibouti, sa réélection au Conseil de paix et de sécurité, l'élection d'un de ses membres à la Commission du droit international de l'UA, tout ça, je crois que ça va dans le bon sens. Et nous ne pouvons qu'être satisfaits. Nous allons poursuivre nos efforts. La commission pour laquelle j'étais réélu, parce que j'ai déjà terminé 5 années au sein de cette commission, où j'assume aussi la responsabilité de la vice-présidence de la commission. La commission est composée de 11 membres. Elle porte le nom la Commission de l'Union africaine sur le droit international. Et c'est une commission consultative, aussi bien pour la Commission de l'Union africaine que pour les États eux-mêmes, dans le domaine du droit international.
Elle a un mandat pour développer le droit international au sein de l'Afrique, pour la codification de ce droit et surtout pour enseigner et disséminer l'assimilation du droit international et le droit africain à travers le continent africain. En quoi cette commission est importante pour Djibouti et qu'est-ce qu'elle peut apporter pour Djibouti? Je crois que l'essentiel dans ce genre de cadre, la représentation d'un pays au sein d'une commission de telle nature traduit l'importance aux yeux des autres pays de l'Union africaine que revêt la diplomatie djiboutienne. Le fait que j'ai été élu dans un premier temps en 2015 et réélu en 2020 avec un score plus que le 2/3 traduit ce que je viens de dire, le rôle que joue la République de Djibouti au sein de l'Union africaine. Et je crois qu'il est intéressant d'appeler tous les Djiboutiens qui sont susceptibles de se porter candidat, aussi bien pour les commissions, parce que c'est une commission non permanente, nous ne sommes pas résidents ici, nous tenons des sessions, des sessions de 15 jours chacune par an, et nous organisons aussi des forums sur un thème sur le droit international. D'abord, aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous venons d'examiner les candidatures, diverses candidatures, notamment le Conseil de paix et de sécurité, où Djibouti est membre depuis 2 ans et où Djibouti a été réélu aujourd'hui par les membres du Conseil de paix et de sécurité, enfin par les membres du Conseil exécutif, et ce qui prouve l'importance que Djibouti joue en matière de paix et de sécurité en Afrique. Les États membres du Conseil exécutif donc de l'Union européenne, de l'Union africaine, ont en majorité voté pour Djibouti. Donc nous sommes 2 pays au niveau de l'Afrique de l'Est à Djibouti à être réélu et l'Éthiopie à être élue aujourd'hui. Le Kenya faisant déjà partie pour un mandat de 3 ans, il va terminer son mandat l'année prochaine, mais Djibouti a été réélu et ça prouve non seulement le rôle joué par notre pays en matière de paix et de sécurité sur le continent africain, mais surtout la diplomatie éclairée du président de la République en matière de paix et de sécurité. C'est un honneur pour notre pays d'avoir été vraiment réélu, hautement réélu, sollicité par les pays africains, et nous sommes très heureux de cette réélection et nous allons poursuivre les activités du Conseil de paix et de sécurité où, je le rappelle, nous assurons ce mois-ci la présidence du Conseil de paix et de sécurité et où le président de la République, demain après-midi, va présider une réunion extrêmement importante au niveau des chefs d'État membres du Conseil de paix et de sécurité sur la question de la Libye et du Sahel, avec la participation d'une vingtaine de chefs d'État, sans oublier le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le président de l'Assemblée générale des Nations Unies prendront part demain, sans oublier bien sûr le président Moussa Faki de l'Union africaine, pour cet important sommet qui va encore une fois, si nécessaire, démontrer le rôle important joué par la République de Djibouti en matière de paix et de sécurité. En marge de ce 33e sommet, le président de la République a pris part au 29e sommet du Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP, qui est une structure de l'organisation panafricaine dédiée à la promotion de la bonne gouvernance sur le continent. À huis clos, le Forum a procédé à l'évaluation par les pairs de l'Égypte qui avaient adhéré en 2004 et pris connaissance des résultats des évaluations ciblées se rapportant à la République de Djibouti, à la République de Zambie et la République de Namibie. Ces évaluations ciblées, à la différence des évaluations régulières, portent sur des thématiques particulières et sont réalisées pour la première fois par le MAEP. Le forum a été également écouté
une mise à jour du processus d'évaluation du Libéria qui avait fait en 2017 mais n'a pas été présenté au forum suite à un changement des autorités. Il a été convenu que le président Cyril Ramaphosa fasse le suivi de cette question avec son homologue du Libéria. Le forum a aussi entendu une déclaration du Soudan qui remercie les États pour le soutien dont il a bénéficié et s'engage à la mise en œuvre des recommandations du rapport. Par ailleurs, le forum s'est prononcé sur les questions administratives, notamment le rapport du comité des points focaux, l'adoption du plan stratégique du MAEP 2023 et toutes ses implications, la proposition du 9 mars comme journée du MAEP, véritable moteur du changement pour l'Afrique qui rapproche les Africains vers un idéal commun. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs connus de ces acronymes, le MAEP, est un dispositif de contrôle réciproque visant à favoriser la bonne gouvernance en Afrique. Il s'agit d'un instrument établi d'un commun accord auquel les États membres de l'Union africaine adhèrent volontairement. Après sa participation au 29e sommet du Forum du MAEP, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé la réunion du Conseil de paix et de sécurité dans le cadre de la 33e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine. La réunion de ce Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a essentiellement porté sur la question de la Libye et celle du Sahel. L'ordre du jour conduit par le président djiboutien qui a dédié son discours d'ouverture prononcé à l'approche susceptible à ses yeux de mettre fin aux crises en Libye et dans la région du Sahel. Une approche qui repose sur le principe fondamental d'entrevoir une corrélation entre les deux crises, plaider en faveur d'un plus grand réinvestissement de l'Afrique dans le règlement de ces deux problématiques. Un Sahel qui cristallise aujourd'hui les enjeux à la fois sécuritaires, écologiques et démographiques internationaux, l'une des plus vulnérables au monde, traduisant ainsi la détermination des Africains à prendre l'initiative de déterminer son destin et de relever les défis de la paix, de la démocratie et de la sécurité. Les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à lutter contre le fléau des conflits et à y mettre fin car ils constituent le principal obstacle au développement socio-économique du continent. Il convient de rappeler que la réélection de Djibouti au Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine est loin d'être forte. Elle atteste au profil hautement méritant de notre pays en matière de leadership politique. Quant à son investissement à la tête de cette institution, elle est l'illustration parfaite de la légitimité pleine et entière dont dispose Djibouti pour incarner un rôle de leadership dans la diplomatie régionale, continentale, multilatérale et internationale. Nous allons commencer nos travaux et nous allons commencer par l'adoption du projet d'ordre du jour. Il y a des observations? Il semble que non. Adopté. Ensuite, nous avons à l'examen de la situation en Libye et de la situation au Sahel. Ensuite, nous passerons aux questions diverses, s'il y en a. Je passe la parole à notre ami Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a déclaré dans son allocution « À l'heure où les crises en Libye et dans le Sahel s'étendent et menacent de déstabiliser une part croissante du continent, il convient d'éteindre le feu et organiser une réponse appropriée. » Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue à l'Union africaine, au siège de l'Union africaine et au département paix et sécurité. Il a été décidé par vous-même, Monsieur le Président, la tenue d'une réunion du Conseil paix et sécurité au niveau des chefs d'État sur les situations en Libye et au Sahel. Historiquement, géographiquement et les circonstances actuelles
explique les liens que nous faisons entre la crise en Libye et ce qui se passe au Sahel. C'est la raison pour laquelle on a souhaité que le Conseil paix et sécurité puisse traiter de ces questions de manière conjointe. Puisque nous sommes là pour le sommet de l'Union africaine, nous avons également convié Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui est le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Nous avons également, puisqu'il est parmi nous, également invité le secrétaire général des Nations Unies pour prendre part à nos travaux, tout au moins pour exprimer leur point de vue sur cette double situation. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir permis de dire ces quelques mots. Je vous remercie. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a plaidé ainsi pour une mobilisation plus soutenue de la communauté internationale pour promouvoir la paix et la sécurité, ainsi que la prospérité dans le continent. Je suis reconnaissant au Conseil et à l'ensemble de l'Union africaine pour le partenariat avec l'ONU sur toutes les questions de paix et de sécurité, et en particulier pour votre engagement à mettre fin au conflit libyen. Depuis avril dernier, la lutte pour la capitale libyenne a tué et blessé des milliers de personnes, dont des centaines de civils. Le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme ont été maintes et maintes fois bafoués de part et d'autre. Plus de 170 000 personnes ont dû quitter leur domicile. Migrants et réfugiés, dont certains sont piégés à proximité des combats dans des centres de détention, ont également été atteints et continuent de souffrir dans des conditions terribles. Cette escalade a permis aux groupes terroristes de gagner en présence et en influence dans la région. Elle a favorisé l'arrivée d'armes et de combattants étrangers, la traite des êtres humains et d'autres activités criminelles. Tout cela a exacerbé les tensions et les conflits locaux existants, érodant le tissu social, submergeant les mécanismes de résolution des conflits et mettant à rude épreuve des structures de gouvernance déjà fragiles dans des pays du Sahel. Aujourd'hui, la situation sécuritaire et humanitaire à travers le Sahel se détériore constamment et est de plus en plus interconnectée avec le lac Tchad et menace de se propager aux côtes du golfe de Guinée. Les attaques armées contre les forces de sécurité et les civils ne connaissent pas des frontières et sont à chaque fois plus sophistiquées. I count on your unwavering commitment and I thank you. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Au tour du président El-Sisi de faire sa déclaration. الأمر الذي يستدعي تعاطيا مستمرا من مجلس السلم والأمن الإفريقي تفعيلا لدوره وانطلاقا من مسؤوليته تجاه حفظ السلم. Le président de l'Égypte a lui aussi rappelé quelles menaces provoquées par cette situation qui se limiteront pas au terrorisme en Libye, mais elles auront également un impact sur la sécurité des pays voisins, notamment ceux qui partagent une frontière avec la Libye, appelant également à faire face à cette question pour tous les moyens légitimes et demandant au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine d'adopter une position africaine robuste. Le président Guelleh, qui présidait cette réunion de haut niveau, a fait état des lieux sur la situation de la Libye, le Sahel et l'impératif d'une action commune pour une sortie de crise. Plus loin, le président Guelleh a déclaré « Nous devons parler d'une même voix et reconquérir notre rôle de premier plan, celui de retrouver des solutions aux problèmes africains. » Excellences, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Moussa Faki Mohamed, président de la Commission, et Monsieur Ismail Chergui, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, permettez-moi à l'entame de mes propos de remercier mon frère, le Premier ministre de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, le Dr Abiy Ahmed, ainsi que son gouvernement pour l'accueil chaleureux dont j'ai fait l'objet depuis mon arrivée dans cette belle ville d'Addis Abeba.
Je souhaiterais également adresser mes vifs remerciements à la Commission de l'Union africaine pour l'excellente organisation de ce sommet du Conseil de paix et de sécurité sur la Libye et le Sahel. Enfin, avant de commencer nos discussions, je voudrais en votre nom et au mien propre renouveler nos sentiments fraternels de solidarité et de compassion, car l'année 2019 fut très meurtrière au Sahel et dans les régions du lac Tchad en raison de la multiplication des attaques des groupes terroristes. Mesdames et messieurs, au moment où la République de Djibouti assume la présidence du Conseil de paix et de sécurité, je voudrais souligner l'impératif de ce sommet destiné à trouver une issue à deux crises intimement liées dans notre continent, notamment la crise en Libye et celle qui prévaut au Sahel. Nous en sommes tous conscients. La sécurité et la stabilité en Libye et par conséquent au Sahel sont partie intégrante de la paix, de la sécurité et de la stabilité du monde. La chute de l'État libyen en 2011 a été l'élément multiplicateur de l'embrasement de l'espace sahélo-sahélien. Dès lors, toute proposition qui se veut efficace doit nécessairement intégrer la résolution de la crise libyenne. Je ne vous apprends rien en disant que les interférences extérieures dans les affaires internes libyennes ont bouleversé l'échiquier régional, entraînant une déstabilisation du Mali, du Niger, du Burkina Faso et au-delà, ainsi que l'émergence d'acteurs malveillants qui fragilisent nos États, sèment la mort au quotidien, provoquent des réfugiés et personnes déplacées par milliers et détruisent les services sociaux de base. Depuis le début de la crise libyenne, l'Afrique a été marginalisée, frustrée dans ses efforts de solidarité avec leurs frères. Nous l'avons déploré à maintes reprises et aujourd'hui, la situation en Libye et ses conséquences sur toute une région sont révélatrices des limites du multilatéralisme chaque fois que l'Afrique n'est pas associée au règlement de ses propres problèmes. Il est temps que nous récupérions nos prérogatives et que nous assumions nos responsabilités, reconsidérant collectivement cette situation et en expérimentant une autre nouvelle voie. C'est pourquoi notre réunion se doit de proposer une feuille de route claire et exhaustive afin de répondre aux défis de l'instabilité multidimensionnelle dans l'espace sahélo-sahélien. 3 points méritent d'être abordés sans tabou. Premièrement, quelle est notre stratégie à court, moyen et long terme? Où en est le processus d'élaboration? Tient-elle compte de la spécificité des menaces dans la région sahélo-saharienne? Quels en sont les objectifs et les priorités au regard de la corrélation entre crise libyenne et instabilité au Sahel? Ne faut-il pas adopter une stratégie unique? Deuxièmement, que proposons-nous au regard du règlement des crises politico-sécuritaires actuelles? Pour citer notre frère, le président Pierre Buyoya, il y a un embouteillage dans le Sahel. Tout le monde veut faire ou veut être vu en train de faire quelque chose. Par conséquent, il convient d'identifier et surtout d'opérationnaliser la plus-value de l'Union africaine en complémentarité avec l'existant, notamment la CEDEAO, la force conjointe du G5 Sahel et la force multinationale mixte. Enfin, comme je l'ai dit à Brazzaville, il est impératif de revoir notre dispositif. Nous avons actuellement un comité ad hoc pour la Libye, 2 hauts représentants du président de la Commission dans la région, 2 chefs de bureau de liaison, une mission pour le Mali et le Sahel, 2 bureaux de liaison en Libye et au Tchad. Cette configuration est-elle optimale? Ces entités disposent-elles des ressources financières et humaines adéquates pour remplir leur mandat dans un environnement volatile? Pour rappel, en septembre 2019, les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
se sont engagés lors de leur dernier sommet extraordinaire de mobiliser $1 milliard sur 4 ans pour lutter contre le djihadisme dans la région. J'ai proposé à mon tour à Brazzaville que nous mobilisions des fonds pour la paix afin de financer les initiatives africaines dans cette crise grave. Il est crucial que le Conseil se prononce sur cette question. Le présent sommet, mesdames et messieurs, se tient quelques semaines après le sommet de Pau, la conférence internationale de Berlin et la réunion du Haut Comité de Brazzaville. Il convient de saluer toutes ces initiatives et particulièrement la coalition du Sahel, issue de la déclaration conjointe des chefs d'État du G5 Sahel et de la République française, qui comprend 4 piliers, notamment la lutte contre le terrorisme, le renforcement des capacités militaires, l'accompagnement pour le retour de l'État et de l'administration et enfin l'assistance au développement, tout en mettant en relief la centralité de l'Afrique. Si l'Afrique veut faire entendre sa voix et agir de manière efficace afin de contribuer à la stabilisation du Sahel, au bien-être des populations, il faut que nous apportions des réponses claires à ces questions. Avant de terminer, je voudrais adresser mes remerciements au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour son engagement ainsi que les efforts inlassables qu'il déploie dans une diplomatie agissante en faveur de la paix en Libye. Chers frères et sœurs, je vous souhaite de fructueuses délibérations. Je vous remercie. Le 9 février se sont ouvertes les travaux du 33e sommet de l'Union africaine, un sommet qui a porté au cœur de ces débats les conflits armés, la Libye, le Sahel ainsi que le Soudan du Sud qui ont constitué des points importants du continent en termes de conflits armés. Et c'est dans cette perspective de remédier à ces problèmes, le thème choisi a été cette année celui de faire taire les armes et créer des conditions propices au développement de l'Afrique. Un thème qui a parfaitement reflété une volonté commune pour un continent exempt de conflits, à faire de la paix une réalité pour tous les peuples et à débarrasser le continent des guerres, des conflits civils, des catastrophes humanitaires et des conflits violents, de prévenir le génocide. Dans le cadre des inspirations exprimées dans l'agenda 2063 de l'Afrique, faire taire les armes à feu est un engagement que l'Afrique tient à réaliser afin d'envisager un continent sûr où la paix est une réalité pour sa population. Concernant la zone de libre-échange continentale africaine qui deviendra opérationnelle en juillet 2020, M. Ramaphosa a noté que la ZLECA serait un moteur majeur pour relancer l'industrialisation et ouvrir la voie à l'intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale en tant qu'acteur de poids considérable. Il a cependant noté que le potentiel de la ZLECA est de stimuler le commerce intra-africain et ne devrait pas devenir un conduit pour les produits de contenu africain minimal sous le couvert de l'intégration continentale et a réitéré la nécessité de définir clairement quelles normes seront appliquées pour définir ce qui constitue un produit made in Africa. M. Ramaphosa a annoncé que l'Afrique du Sud accueillera le sommet extraordinaire sur la ZLECA qui se tiendra parallèlement au sommet extraordinaire sur la réduction au silence des armes à feu en mai 2020.
Évoquant le terrorisme et les conflits intercommunautaires, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a évoqué la variété des problématiques auxquelles l'Afrique doit faire face. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'année qui vient de s'achever n'a pas été une année de pleine paix et d'harmonie dans le monde. Celle qui s'ouvre n'annonce pas non plus que nous sommes au bout de nos peines. Elle nous appelle à la nécessité d'une constante mobilisation de toutes les énergies pour relever des défis ardus. Au poste oriental de l'Afrique, la tension autour de la mer Rouge et surtout des détroits de passage de presque un tiers du commerce mondial ne saurait nous laisser indifférents, eu égard à la gravité de ces tensions et de leur proximité avec l'Afrique. Ces vives tensions internationales nous rappellent la précarité du monde dans lequel nous vivons et l'inanité des engagements auxquels nous avons tous souscrit pour préserver l'humanité des horreurs de la guerre. Le système des Nations Unies est uni dans son soutien aux efforts africains pour faire progresser la paix, la prospérité et les droits de l'homme sur tous les continents. Il a déclaré que le partenariat stratégique entre l'Union africaine et les Nations Unies revêt d'une importance capitale pour le monde, a ajouté M. Antonio Guterres. Je réaffirme qu'il est temps de retirer le Soudan de la liste des États qui soutiennent le terrorisme et de mobiliser un soutien international massif qui puisse lui permettre de surmonter ces difficultés. Je suis conscient de l'immense frustration qu'éprouve l'Union africaine face à la situation qui règne en Libye depuis 2011 et je la partage. Hier, ensemble, nous avons établi un nouveau cadre de partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies pour une coordination étroite de nos efforts communs. Et la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye qui a récemment eu lieu à Brazzaville représente une source très importante d'espoir. Et j'apporte tout mon soutien à l'organisation d'un forum de réconciliation intra-libyenne en Afrique sous l'égide de l'Union africaine. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs, je voudrais adresser à Son Excellence le Premier ministre, Dr Abiy Ahmed, mes plus vifs remerciements et ma gratitude à vous, à votre gouvernement, ainsi qu'au peuple éthiopien pour l'accueil chaleureux et fraternel qui, comme à l'accoutumée, nous a été réservé à moi et à ma délégation depuis notre arrivée dans votre beau pays. Je souhaiterais ensuite m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous présenter à toutes et à tous mes vœux les meilleurs pour cette année qui débute. Je souhaite paix, sécurité, stabilité et prospérité à notre continent. Mes félicitations, Monsieur le Président, pour votre élection à la tête de notre organisation. Mesdames et Messieurs, faire taire les armes en Afrique n'est pas un choix, mais un impératif. À juste titre, notre Assemblée s'est engagée en 2013 à ne pas léguer le fardeau du conflit et de la destruction à la prochaine génération d'Africains. Et nous nous sommes engagés à mettre fin à toutes les guerres d'ici 2020. Nous sommes aujourd'hui arrivés à la date fatidique. Certes, nous sommes bien loin de notre objectif, mais cela ne veut pas dire non plus que nous avons dormi sur nos lauriers, car depuis les premiers balbutiements de notre organisation, nous avions mis en place un centre de gestion des conflits qui a été actuellement réformé afin de répondre aux besoins de notre continent, et ce jusqu'à son format actuel qui est architecture africaine de paix et de sécurité. Alors que faire pour empêcher cette persistance ou la résurgence des conflits dans certaines parties de notre continent? À mon sens, l'édification de sociétés résilientes est essentielle pour faire taire les armes à feu en premier lieu. Cela implique des institutions fortes qui répondent aux besoins des citoyens, une bonne gouvernance et une politique inclusive. Ces dernières années, le continent a fait de grands progrès, non seulement dans l'approfondissement de la démocratie et des institutions démocratiques, notamment
grâce à la mise en œuvre de l'architecture de gouvernance africaine telle le MAEP, mais également au niveau du développement des connaissances, des compétences et de l'expertise dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique. En second lieu, nous devons rester forts et vigilants à la fois dans nos capacités de dissuasion, de prévention et de réaction. Il nous faut rester à l'écoute de la population en encourageant la création de plateformes, facilitant le dialogue et leur participation au processus politique et économique afin de promouvoir l'équité. Il nous faut également accélérer le développement, éliminant la pauvreté et les inégalités, s'attaquant ainsi aux profonds facteurs structurels des conflits africains. Il nous faut en outre renforcer les capacités locales et nationales de prévention et de gestion des conflits afin que les femmes, les jeunes, les chefs de gouvernement, les chefs religieux et autres puissent tous être formés afin de gérer les conflits à leur source et empêcher l'escalade, ainsi qu'il nous faut enfin les inciter à participer aux infrastructures de paix et à d'autres mécanismes tels que les centres nationaux de coordination des interventions d'alerte précoce, les conséquences des changements climatiques et entre autres, menaçant la sécurité alimentaire des populations et entraînant ainsi des déplacements de population. Je vous remercie. Parmi les illustres convives, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a assisté dans l'après-midi de lundi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, en marge du 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, à la cérémonie du prix international UNESCO. Et la Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie a été récompensée dans sa 5e édition, les lauréats 2019. Ces lauréats sont professeur Cato Laurencin, un Américain ingénieur biomédical et chirurgien orthopédiste. Il dirige le Connecticut Convergence Institute for Translation in Regenerative Engineering et détient la chaire éméritée Albert et Wilda Vandenson de chirurgie orthopédiste de l'Université de Connecticut. Ses attributions exceptionnelles au progrès de la science sont mondialement reconnues. Quant au professeur Kevin McGuane, irlandais, du Royal College of Surgeons en Irlande, a été récompensé pour ses recherches sur le développement et la mise en œuvre pour la technique de désinfection solaire de l'eau. Celle-ci permet de lutter contre les maladies d'origine hydrique dont sont victimes les personnes n'ayant pas accès à l'eau potable, particulièrement en Afrique et en Asie. Aujourd'hui, c'était la remise de la 5e session du prix Guinée équatoriale pour la recherche dans le domaine de la science de la vie. Comme vous avez pu le constater, il y a eu aujourd'hui 3 récipiendaires qui ont reçu ce grand prix de l'UNESCO. C'est le seul prix africain, le seul, j'insiste. Cela démontre que de plus en plus les Africains commencent à être visionnaires dans le domaine de la science. Vous avez remarqué également que ceux qui ont reçu le prix viennent de contrées différentes. Vous avez eu un Chinois, vous avez eu quelqu'un qui est venu de l'Irlande et vous avez eu un Nord-Américain. Cela prouve que le prix de la Guinée équatoriale n'est pas un prix seulement pour l'Afrique, mais c'est un grand prix pour le monde entier et il intervient dans des domaines très importants pour l'Afrique. La lutte contre la malaria, la lutte pour trouver de l'eau potable, ce sont des thèmes porteurs. Ceci démontre, si besoin en était, que nos chefs d'État de plus en plus s'occupent et s'intéressent à la science. Le vecteur science est un vecteur important pour le développement. Encore faut-il rappeler que le prix Guinée équatoriale, qui est à sa 5e édition, a été adopté par le Conseil exécutif en 2012, alors que Djibouti était vice-président du Conseil exécutif au nom de l'Afrique. Nous l'avons soutenu, nous le soutenons et nous continuerons à le soutenir parce qu'il donne une vision au monde africain dans la recherche de la science. Et c'est ainsi que le président de la République, avec le président du Mali, ont été expressément invités, et par l'UNESCO et par le président Obiang, pour participer à ses côtés à cette 5e remise du prix de la Guinée équatoriale pour la science. عوض سيده عشان عورتي عدون لغي عند
Comme à chaque année, le président a rencontré le Premier ministre éthiopien Dr Abiy Ahmed en tête-à-tête ce matin. Au cours d'une rencontre, les deux dirigeants ont discuté des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays ainsi que les voies et moyens de les renforcer davantage. Le président de la République, son Excellence Ismail Omar Guelleh, et le Premier ministre éthiopien se sont rencontrés ce matin en marge de la 33e session de la conférence de l'Union africaine pour évoquer bien entendu les relations bilatérales entre Djibouti et l'Éthiopie et notamment comment renforcer les relations existantes entre nos deux pays. Comme vous le savez, bien sûr, les relations entre les deux pays sont extrêmement importantes, tant au niveau économique, politique, social. Et donc les deux chefs d'État ont passé en revue les relations entre nos deux pays et ont réaffirmé, encore une fois, la position commune sur les questions internationales entre nos deux pays, chose qui est tout à fait habituelle entre Djibouti et l'Éthiopie et qui s'est montrée lors de l'élection du Conseil de paix et de sécurité, notamment la République de Djibouti étant élue il y a 2 jours maintenant par le Conseil exécutif, et l'élection d'Abdi Ismail Hirsi à la Cour internationale des droits de l'homme de l'Union africaine, où l'Éthiopie et Djibouti se sont soutenus mutuellement. Le Sud-Soudan a été déjà évoqué. Bien sûr, les deux chefs d'État sont très engagés sur le Sud-Soudan parce que les chefs d'État considèrent, le Premier ministre éthiopien et le président Guelleh, que c'est un pays qu'il faut protéger, qu'il faut aider à dépasser la problématique que nous connaissons tous. Et nous espérons que la date du 22 février, qui est la date limite pour former un gouvernement, sera réelle. Nous l'espérons. En tout cas, le Premier ministre, juste avant de recevoir le président Guelleh, a reçu le président Salva Kiir, notamment pour réaffirmer la position de l'IGAD, mais surtout la position de Djibouti et d'Éthiopie sur cette question. Toujours en marge de ce sommet, le chef de l'État Ismail Omar Guelleh a reçu dans sa résidence privée à Addis Abeba le président de la Commission européenne, M. Charles Michel, dans le cadre d'une visite de courtoisie. La rencontre a permis d'ouvrir les discussions sur les voies et moyens de promouvoir et développer davantage les relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et l'Union européenne et l'état d'avancement des principaux dossiers autour desquels les deux parties entretiennent une collaboration fructueuse. Nous avons pu échanger sur l'ambition commune de renforcer le partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne, entre Djibouti et l'Union européenne. On a vu comment on a pu lutter ensemble pour faire reculer les menaces de la piraterie, essayer d'avoir plus de stabilité, plus de sécurité. On voit bien qu'il y a des enjeux. Le G5 Sahel, pour lequel le signal qui est donné par l'Union africaine de mobilisation important sera essentiel pour l'avenir. Et j'ai indiqué que l'Union européenne souhaitait prolonger, amplifier, intensifier les partenariats avec les pays africains pour faire reculer les menaces sécuritaires, pour faire reculer le terrorisme. Et surtout, moi j'aimerais que Europe et Afrique, on regarde l'avenir en se disant qu'on peut, grâce aux investissements, grâce aux infrastructures, grâce au développement, dans des partenariats de respect et de confiance, on peut de cette manière-là progresser davantage. Une fois terminé, le président Guelleh s'est envolé vers Nairobi afin de prendre part aux obsèques du défunt président Daniel Arap Moi, décédé à l'âge de 95 ans à l'issue d'une retraite paisible après son départ à la magistrature suprême en 2002. Maya,
guddoonshaha caleema saarkiisii hadalkuu ku celceliyey dhowr jeer caadilkaa la qabto haddeed cusub iyo barwaaqu cagaha noo geliye cid kale maan ku doorsanaynaa cid kale maan ku doorsanaynaa cid kale maan ku doorsanaynaa. Le président a assisté à l'ensemble des étapes de cette cérémonie composée de parades militaires, des discours officiels sur le parcours méritant de feu Daniel Aramoy et des rites éclorales au son mélodieux, desquels le Kenya a, au titre d'adieu grandiose, souhaité rendre un dernier hommage à celui qui aura veillé sur sa destinée collective sur une période de plus de 20 ans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellency President Uhuru Kenyatta, Your Excellency First Lady, ladies embassies, head of states and governments, good afternoon. Kenya has lost one of its greatest sons and the demise of His Excellency Daniel Arap Moi. President Moi was one of the founding fathers of IGAD. He was a great statesman and one of the biggest Pan-Africanists in this period. We present our sincere condolences to the family.